Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et tout d'abord je tiens à m'excuser de l'absence de vidéo de la semaine dernière. La semaine qui a précédé la publication, enfin la non-publication de la semaine dernière, a été intense, riche en émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Si bien que j'ai pas trouvé le temps de filmer, du coup pas de monter. Et du coup pas de m'uploader tout simplement. Donc je vous reviens quand même, ne vous inquiétez pas, avec mon bilan du mois d'octobre du coup vu que nous sommes début novembre. Et j'ai donc lu 4 livres en octobre. Et ces 4 livres, il y a 2 services de presse et 2 lectures personnelles. Et on va commencer tout de suite avec l'une d'elles. J'ai donc commencé mon mois d'octobre avec ma lecture de Chromatopia de Betty Piccioli, publiée chez Scrinéo. Hi, c'est beau! Alors ce livre, c'est une dystopie et me semble-t-il que c'est une dystopie one shot et ça, c'est ultra cool. Bien que j'adore les sagas, que ce soit trop bien, j'adore aussi un bon one shot et je trouve que dans l'univers de l'imaginaire on en a assez peu et du coup là j'étais servie, c'était trop cool. Dans Chromatopia on est dans un univers qui est régi par les couleurs, c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux, différents degrés comme des castes, mais vis-à-vis des couleurs, donc on a les pourpres qui sont la royauté, ça va jusqu'aux noirs qui sont un petit peu les infidèles de la société, et on passe par du rouge, du orange, du bleu, du jaune et du vert, me semble-t-il. Les couleurs jaugent le niveau de richesse ou de pauvreté de la population. Et dans cette histoire, on va suivre 3 personnages principaux, 2 jeunes femmes et un jeune homme. Améthyste est une pourpre vu que c'est la princesse du royaume. Aiko est un jaune, donc c'est à peu près les milieux de caste, on va dire, qui est fils d'une grande famille de teinturiers et qui a un avenir bien tracé devant lui. Enfin, on va suivre Jacinta, qui est une bleue recluse de la société pour le coup, qui est orpheline et qu'une vieille dame un petit peu fofolle a accueilli sous son aile. Et en fait, on va arriver à un moment de l'histoire où la société est sur le point de chambouler parce qu'on va découvrir la présence des noirs qui, comme je vous le disais, sont un peu les exclus de la société. Et ces personnes veulent notamment détruire le gouvernement, le royaume. Et du coup, nos 3 protagonistes vont être au cœur de cette histoire. Et c'était juste trop bien. Et ce livre, je l'ai vraiment adoré, c'était ma plus grosse attente je pense de l'année 2020 et j'ai pas été déçue du tout. Franchement j'ai été embarquée, ça se lit à une vitesse, c'est sublimement bien écrit, les 3 personnages sont tout aussi attachants les uns que les autres, même si c'est à différents moments de l'histoire. Par exemple Aeko, j'étais pas trop attachée à lui au début et plus il évolue, plus je me suis attachée à lui. J'ai énormément aimé Jacinta et Améthyste qui sont 2 personnages totalement yes, j'adore. Et c'est des jolis personnages féminins qu'on aime retrouver dans nos lectures. Et ce que je dois dire sur cette histoire, c'est que c'est très prévisible. Donc pour ceux qui attendent de l'inattendu et tout, alors peut-être que ce sera le cas pour vous. Moi j'avais quasiment tout deviné à l'avance et pour autant ça ne m'a absolument pas dérangée dans ma lecture. Justement j'étais contente de voir que mes intuitions étaient confirmées et de voir de la manière dans laquelle elles étaient confirmées parce que c'était juste trop bien. Et j'étais contente d'avoir raison et c'était écrit et fait d'une manière tellement belle que ça ne me dérangeait pas du tout. Et ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est qu'il y a des moments qui pourraient paraître en tout cas ultra importants. Et en fait ils sont pas squeezés mais ils sont insinués sans qu'ils soient décrits. Et c'est assez rare que des auteurs et des autrices fassent ça. Généralement c'est l'inverse, c'est les moments un peu random, on les squeeze et on est à fond sur les moments très importants. Et là il y a vraiment des gros rebondissements, enfin selon moi en tout cas, mais qui sont pas ultra décrits, on passe rapidement dessus, on nous dit qu'il a eu lieu ce rebondissement, mais sans aller plus loin, et je trouve ça juste génial. Voilà, à peine d'écrire des pages et des pages et des pages sur des rebondissements, là c'était juste sublimement bien dosé et j'ai adoré. Le petit bémol pour moi, c'est que les chapitres sont ultra longs. Moi j'aime bien les chapitres très courts. En plus en ce moment j'ai un rythme de lecture de sommeil assez étrange. Et j'aime bien lire des chapitres très courts. Et c'est pas le cas ici, donc ça m'a un petit peu dérangé pendant ma lecture. Mais il n'empêche que j'ai passé un sublime moment de lecture quand même. Ensuite on va passer à ma deuxième lecture du mois qui était mon premier SP du mois. Là encore à sa place au niveau du concours des plus sublimes des couvertures aux côtés de Chromatopia. J'ai donc nommé La maison aux 36 clés de Nadine Debertoli. C'est ça, Debertoli. Et juste j'aimerais vous donner... Et c'est Antonin Faure qui a fait l'illustration de couverture et les illustrations à l'intérieur du livre, vu que comme vous pouvez le voir, il y a quelques illustrations, vu que c'est un livre jeunesse. Juste admirez-moi ce travail, je la trouve incroyable et pour l'automne,
Dans ce livre, on va suivre Dimitri et Tessa qui sont deux frères et sœurs qui vont partir avec leur maman en vacances dans la vieille maison du grand-oncle décédé de leur mère. Grand-oncle un petit peu loufoque. Et la maison est un peu à l'image de son défunt propriétaire. Et en fait, quand ils arrivent là-bas, manoir qui paye pas trop de mine comme ça et qui a plein de portes. Et pendant leurs vacances, Dimitri et Tessa n'ont trouvé qu'une occupation, découvrir ce que cache ce manoir et toutes ses portes. Et du coup on part dans une sorte d'escape game un petit peu découverte et tout, juste génial. On découvre tout en même temps que les personnages, c'est hyper frais, hyper entraînant, c'est addictif, il y a du suspense et tout, et la finalité de l'histoire, le fin mot de l'histoire, ce qu'ils découvrent, c'est juste magnifique, ça envoie des super beaux messages. Ce livre est juste incroyable. Moi je me suis très vite attachée à cette histoire. Franchement j'ai adoré, je le conseille à 1 milliard de pourcents en petit jeunesse du 9-12, mais même au-delà parce que moi franchement je me suis éclatée vraiment à le lire. C'est un petit one shot et ça encore on aime. Par exemple maintenant moi je suis libraire et la plus grande demande à mon sens qu'on a en librairie, en tout cas moi c'est celle que j'ai rencontrée le plus souvent, c'est mon enfant de 9-12 ans, et il aimerait bien se mettre à la lecture, ou alors les parents aimeraient que l'enfant se mette à la lecture, mais c'est pas un grand lecteur de base. Et typiquement je l'ai déjà conseillé à des parents et à des enfants et ils sont repartis avec et j'étais trop contente. Moi typiquement je le conseille vraiment pour des novices de la lecture, mais pas que, hein, pour aussi des personnes qui lisent depuis longtemps et tout, parce que l'histoire est exceptionnelle, mais je veux dire qu'il est aussi accessible et du coup je le conseille pour tout le monde au final. Et c'était juste incroyable comme lecture. Pour moi c'est un petit coup de cœur. Ma troisième lecture du mois d'octobre, c'est un SP que cette fois-ci j'ai reçu de l'autrice et c'est Dans l'œil d'Edrea, le tome 1 de Marie Monnier. Comme vous pouvez le voir, je l'ai lu sur ma liseuse et ce livre était incroyable, mais vraiment incroyable. Pour moi, il est presque au même niveau que une dystopie duologie dont je vous ai parlé très récemment qui est Six pieds sous terre. Ça m'a grosso modo procuré les mêmes émotions, les mêmes retrouvailles avec l'univers dystopique que j'aimais tant à l'époque d'Hunger Games. Et c'était juste insane, incroyable au possible. Je me suis régalée. Bref, je vous spoil mon avis. D'abord, je vais peut-être vous parler un petit peu du résumé. Dans ce livre, on va suivre, et comme il n'y a pas de quatrième de couverture, je n'ai pas le nom des personnages en tête, mais on va suivre une jeune femme qui vit sur Terre à l'époque de la fin du monde. Et grosso modo, depuis quelques mois, on leur annonce à la télé que d'ici quelques mois, un énorme astéroïde va s'abattre sur la Terre et la Terre ne sera plus. Et à quelques jours de cet événement effroyable, cette héroïne reçoit des énigmes de son frère qui a disparu, qui est un des seuls survivants, parce que la Terre déjà, il n'y a plus grand monde, il y a plein de gens qui se sont suicidés, il y a plein de gens qui sont tombés malades, enfin bref, le monde est plus très peuplé honnêtement. Et du coup son frère qui a disparu lui laisse une enquête, une énigme, et elle avec son meilleur ami va essayer de la résoudre. Et le jour de la tombée de cet astéroïde, elle arrive à résoudre cette énigme et elle se retrouve dans un nouveau monde qui est apparemment habité. Je n'en dirai pas plus, mais juste ça procure des sensations totalement incroyables. Je me suis énormément attachée à l'héroïne, je me suis attachée à beaucoup de personnages honnêtement. C'est hyper bien construit, les rebondissements sont très bien faits, il y en a 2-3 qui m'ont fait me tirer les cheveux. Marie Monnier est une autrice sadique, clairement, ça, il faut le dire. Les environnements, les décors sont super bien décrits, super bien retranscrits, c'était juste magnifique. Moi j'arrivais vraiment à m'immerger dedans et vraiment j'ai totalement adhéré et adoré à ce premier tome. Il y a un second tome qui est sorti, je sais pas si c'est un diptyque ou s'il y aura encore plus de tomes derrière, mais c'est sûr que je vais lire le tome 2 parce que je me suis éclatée avec ce tome 1 qui était un véritable coup de cœur. Enfin, ma dernière lecture du mois d'octobre et pas des moindres. Vous commencez à avoir l'habitude depuis quelques mois, je suis en pleine relecture de Journal d'une princesse. Et là c'est le tome 6. Alors dans cette édition là, le sous-titre c'est Rebelle et romantique. C'est donc de Maître Cabot et ici c'est une vieille édition livre de poche. Vieille, vous voyez, il est quand même assez jaune. Et ce tome-ci, alors c'est pas mon préféré du tout parce que, petite anecdote, quand j'étais petite, enfin quand j'étais jeune, à l'époque où je lisais ce livre, il y avait que les 6 premiers à la bibliothèque, donc ça s'arrêtait à celui-là.
Et celui-là notamment dans la relation Mia-Michael, c'est pas le plus fun. Et du coup il m'a un peu traumatisée, j'étais grave triste et tout. Et au bout d'un moment j'ai découvert qu'il y avait une suite. Donc à l'époque je crois que le 7 et 8 avaient été déjà sortis. Et que le 9, 10 allait sortir quelques temps plus tard. Mais quand même j'ai adoré. Généralement c'est à partir de celui-là que je décroche dans mes relectures. Et là j'ai pas décroché du tout. La preuve, je suis en train de lire le tome 7. Et bah vraiment bah c'est Mia quoi. Retrouver Mia c'est juste le meilleur moment de lectrice au monde à chaque fois. Et ouais bah je m'éclate. Alors oui, comme je dis à chaque fois, avec l'œil actuel que j'ai en grandissant et tout, bah j'ai pas le même coup de cœur qu'avant, c'est différent. J'ai quand même un coup de cœur parce que c'est une histoire qui me touche particulièrement, mais c'est un coup de cœur plus de nostalgie que plus pour la lecture à l'instant T. Si je l'avais découvert que maintenant, ce ne serait pas un coup de cœur. Et on sent que c'est des années 2000 et du coup c'est hyper old school, j'adore. Enfin les références et tout, je trouve ça très drôle parce qu'en plus du coup dans les années 2000, bah Mia était plus vieille que moi à l'époque. Du coup elle a des références un peu plus vieilles que moi et du coup je suis là, je fais oh ça date. Enfin ça me fait rire, c'est comme nous maintenant qui parlons de l'époque High School Musical alors que les ados de 14 ans ne savent pas ce que c'est. Voilà, je ne dirais rien de plus, je m'estime juste heureuse d'avoir été ado à l'époque d'High School Musical et d'avoir été enfant à l'époque de C'est pas sorcier. Donc voilà, ma petite lecture doudou qui a terminé mon mois en beauté. J'ai enchaîné avec la suite et j'ai trop hâte de finir ma relecture, surtout que le tome 11, je l'ai lu qu'une fois, du coup j'ai trop hâte de le relire. Mais en attendant, entre le tome 7 et le tome 11, il y a plein de petits rebondissements et j'ai hâte de les lire. Et voilà pour cette update lecture bilan du mois d'octobre. Je suis très contente de ce que j'ai pu lire parce que mine de rien j'ai eu que des bonnes lectures. En ce moment, franchement j'ai de la chance au niveau de la lecture, je suis rarement déçue de ce que je lis et ça me comble de joie. Au mois de novembre j'ai déjà à peu près ma liste des livres que je veux lire et tout parce que mine de rien j'ai quelques SP et bah ma petite lecture de journal d'une princesse. Donc je pense que ça va pas être mal non plus mon bilan du mois de novembre, mais ça on se retrouve dans un mois pour que je vous dise tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois d'octobre et quelle a été votre meilleure lecture du mois d'octobre et savoir si vous me la recommandez, tout ça tout ça. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.